Mes chers compatriotes, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, on réagit à la vidéo de Charles Gave intitulée « La France va voler votre épargne ». Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la chance de pouvoir entendre le précieux conseil que donne Charles Gave afin de mettre votre épargne à l'abri du gouvernement avec ses doigts crochus. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout. Dans cette vidéo, Charles Gave répond aux questions de Sud Radio sur le sujet de la mobilisation de l'épargne des Français pour financer l'effort de guerre. Avant toute chose, petite présentation de Charles Gave pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous verrez déjà, si la miniature vous parle, c'est que vous le connaissez. Charles Gave donc, est né en 1943 à Alep en Syrie. C'est un essayiste financier et entrepreneur français, dirigeant fondateur de GAFCAL, société de conseil financier et président du think tank libéral et conservateur l'Institut des Libertés. Souvent présenté par la presse comme étant un économiste libéral, il est l'auteur de plusieurs essais dans lesquels il annonce notamment la fin du modèle de l'État-providence et la faillite de l'euro. On passe ensemble en revue la vidéo intitulée « La France va voler votre épargne » de Charles Gave qui est publiée sur sa chaîne. Je mettrai d'ailleurs le lien vers sa chaîne dans la description. Il a pas mal d'analyses qui sont assez intéressantes sur l'économie. Allez, c'est parti. D'accord. Et ils peuvent plus augmenter les impôts parce que tout le monde est étranglé. Et puis maintenant, on est du côté des impôts. Si vous augmentez les impôts, les rentrées fiscales vont baisser. Oui. C'est la courbe de l'affaire. Vous savez, tout le monde le sait. Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, c'est ce que disaient mes grands anciens. Donc, là, il parle de la courbe de l'affaire. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis un petit peu renseigné. D'abord, l'affaire, qui est ce monsieur? Arthur Laffer est titulaire d'une licence d'économie de l'université de Yale. Il est titulaire d'un doctorat d'économie obtenu à l'université de Stanford en 72. Donc, il est né en 40. Et donc, Arthur Laffer est l'auteur de la courbe portant son nom. Courbe de Laffer, qui tente de montrer que trop d'impôts tue l'impôt. En effet, selon la courbe de Laffer, le rendement d'un impôt est relativement bas au-dessous d'un certain seuil, mais baisse au-delà d'un autre. Alors je vais vous mettre la courbe, vous pouvez la voir, c'est une sorte de parabole. Au début, s'il y a 0 d'imposition, eh ben, les recettes fiscales sont nulles, forcément. À l'autre extrême, s'il y a 100% d'imposition, les recettes fiscales sont nulles aussi. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus aucun intérêt à travailler, parce qu'ils reversent 100% de ce qu'ils gagnent au fisc. Et au milieu, on voit qu'on a un optimal, enfin un optimal, pas pour les entreprises, mais plutôt pour le fisc, le top de cette courbe, et le point où sont maximisées les recettes fiscales. Or là, Charles Gave nous explique qu'on a dépassé, donc on tire vers la droite, on a dépassé cet extrême, et qu'on rebascule vers une descente des recettes fiscales, bien qu'on augmente l'imposition. Les recettes fiscales vont diminuer. Pourquoi? Très simplement parce que les gens vont se rendre compte que finalement ils reversent trop d'impôts, et à choisir entre travailler plus pour éventuellement gagner plus, mais surtout payer beaucoup d'impôts, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire à part se détruire la santé. Et ça résonne parce que c'est quelque chose que j'ai constaté il y a peu en me disant, voilà, est-ce que tu as intérêt à bosser autant que tu le fais? Parce que finalement, une grosse partie de ce que tu gagnes, ça va être pour alimenter les conneries de l'État. Donc, et j'ai horreur de ça parce que je suis plutôt travailleur et justement, je suis assez volontaire pour bosser et récolter le fruit de mon travail, mais là maintenant, je suis vraiment dans une optique où je me dis, je vais bosser moins parce que quoi qu'il arrive, ça sert à rien, c'est pour financer leurs conneries, c'est pour financer leur guerre de folie, et leur gueuleton, et leur salaire mirobolant, etc., etc. Enfin bref, je vous fais plus la leçon, vous savez. Mais donc voilà, et donc là, il dit qu'on a passé ce cap-là, et que continuer à presser les gens fiscalement, finalement, ça va pas générer davantage de recettes, au contraire. Allez, on reprend. vous vous dites, vous êtes un homme sans foi des lois, vous vous dites, donc il y a 3 000 d'épargne chez les Français et 3 000 d'épargne que j'ai dépensé en trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur piquer leur épargne. Non? En tout cas, donc vous devez mettre votre épargne à l'abri du gouvernement français. Il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez acheter, par exemple, des actions Air Liquide. À ce moment-là, ils ne vous les prendront pas. C'est à vous. C'est le droit de propriété. Et comment on sait quelles actions ont droit de propriété ou pas?
Toutes les actions sont en droit de propriété, mais tout ce que vous avez en contrat, c'est-à-dire les obligations, Ouais, ah ouais. C'est ça, obligation. c'est des contrats. Donc l'État, qui est souverain, peut changer les termes du contrat. Mais il ne peut pas enlever votre droit de propriété parce que ça, c'est constitutionnel. D'accord. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les contrats, en France, c'est-à-dire l'argent que vous avez à court terme dans la banque, l'argent que vous avez à long terme, les obligations, l'État peut vous les piquer. Il peut décider un jour qu'il ne remboursera pas les obligations, ou qu'il les remboursera dans 20 ans. Et y compris votre compte? Alors donc concrètement, il dit qu'il y a 3000 milliards de dettes et que c'est marrant, mais les Français ont en épargne l'équivalent de 3000 milliards. Donc la tentation de mettre la main dans le pot de miel doit être relativement grande. Et comment mobiliser cette épargne disponible? Lui dit très simplement que vous pouvez classer votre épargne en 2 catégories. Enfin, épargne, c'est vos économies, ce que vous possédez. D'un côté, les actions, pour lesquelles vous avez un titre de propriété, donc c'est le droit de propriété, qui est qui peut pas être entravé par l'État, mais d'un autre côté, vous avez tout ce qui est économie, compte courant, tous les livrets, mais aussi les obligations en euros sur une assurance vie, par exemple, et tout ça, c'est régi par des contrats, et des contrats qui sont gérés par l'État, et à l'extrême, à un moment donné, l'État, il peut dire, non, moi, je n'honore plus le contrat, et votre pognon, c'est le mien, quoi, entre guillemets, en faisant un gros raccourci. Donc là, ce que nous dit Charles Gave, c'est que à avoir des actions, on est quand même beaucoup moins à risque que de garder de l'argent sur un livret A ou sur un compte courant. Comme dit Chantal. Si vous avez du cash, oui. il vous le pique. Si c'est soi-disant moins de 100 000 euros. Oui, c'est ce qu'il dit, moins de 100 000 euros. Oui, mais ça, on peut jouer. On changera. Et ce qu'il y a d'étonnant... Il parle aussi du fait des 100 000 euros. Alors les 100 000 euros, c'est quoi? C'est qu'on dit que jusqu'à hauteur de 100 000 euros, en principe, l'argent qu'on a en banque est garanti et qu'on peut pas nous prendre, on peut pas nous saisir si on a moins de 100 000 euros. Alors les garanties des dépôts est géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, donc le FGDR. Plus concrètement, en cas de faillite d'une banque, cette garantie permet au FGDR d'indemniser les déposants dans un délai maximum de 7 jours ouvrables à compter de l'indisponibilité de leur dépôt. Et donc ça à hauteur de 100 000 euros. Donc voilà, mais ça c'est ce qui est écrit sur le papier quand tout va bien. Demain, si ça part en slip, est-ce que ça ce sera encore valable? J'en sais rien. Est-ce que demain, si une banque fait faillite et que les sommes à rembourser sont astronomiques, est-ce qu'ils sont capables de faire X fois 100 000 euros? J'en sais rien non plus. Enfin bref, en tout cas pour l'instant, ça c'est une garantie, c'est noir sur blanc sur un site internet, ça s'arrête là. Après, libre à vous de prendre les dispositions nécessaires pour mettre à l'abri votre argent. Je vous mettrai le lien du texte dans la description de la vidéo. C'est que les législations pour piquer l'épargne des Français sont déjà en place. C'est la loi Sapin qui a été faite. Tout est déjà en place pour, le cas échéant, déterminer qu'on est dans des états de difficultés financières, ils appellent ça. C'est-à-dire que l'État à l'évidence en faillite. Et à ce moment-là, ça leur donne le droit d'utiliser l'argument... Et Charles Gave, là, il est un petit peu en galère, Charles Gave, sur sa réponse, parce que je sais pas, il a un petit moment d'absence, enfin, peu importe. En gros, là, il nous explique que tout est déjà en place d'un point de vue législation au niveau français pour pouvoir pomper l'argent des concitoyens. Donc en gros, la loi Sapin, je vous mettrai le lien dans la description vers cette loi. Bon, comme tous les textes de loi, c'est un truc qui est imbitable, hyper alambiqué pour que personne ne comprenne et que personne ne se pose de questions sur ce que c'est. Mais concrètement, il déguise ça en disant c'est pour la sécurité des épargnants et des investisseurs. Parmi les nombreuses mesures adoptées, comme l'obligation pour les grandes entreprises de mettre en place des dispositifs de contrôle interne afin d'éviter les fraudes, certaines concernant directement l'assurance vie et le plan épargne retraite. En gros, ça va permettre à l'État de bloquer votre épargne, de bloquer notamment aussi les assurances vie en obligation euro. Cette loi permet de bloquer exceptionnellement et temporairement l'épargne placée sur un contrat d'assurance vie, fonds en euros et unité de compte, ou de limiter temporairement le versement des primes, voilà, etc., etc. Donc en gros, ils vont avoir un droit de vie ou de mort sur votre épargne. On a aussi donc saisie sur compte bancaire des particuliers en cas de crise financière. Je vous mettrai aussi un article sur le site du Crédit Agricole. La loi Sapin 2 ne prévoit pas directement de dispositions autorisant la saisie sur les comptes bancaires des particuliers.
Toutefois, la loi a mis en œuvre en France des éléments de la directive européenne sur le redressement et la résolution des banques, qui établit un cadre pour la gestion des crises bancaires. Cela comprend le mécanisme de bail-in, où, dans des circonstances exceptionnelles de crise bancaire, les dépôts des particuliers supérieurs à 100 000 € pourraient théoriquement contribuer au sauvetage d'une banque en difficulté. Donc on retombe sur cette histoire des 100 000 € entre guillemets garantis. Donc si vous avez 150 000, en gros, ils peuvent taper dans 50 000 pour solutionner, pour rétablir les conneries qu'ils ont fait quoi, en fait, de gestion. Mais bon, encore une fois, ces 100 000 € là, s'ils sont vraiment en galère, est-ce qu'ils vont pas passer une loi à 49.3, j'en sais rien, je suis pas chaud, je suis pas doué en législation, mais dire bah c'est plus le plafond, c'est plus 100 000, c'est 20 000. Et donc tout ce que vous avez au-delà de 20 000, bah il faut cracher au bassinet, il faut encore contribuer, messieurs, dames, vive la France. Donc voilà. Est-ce que ça ne risque pas, je veux dire que vous dites ça, et puis les gens vont dire, oh là là, il faut qu'on enlève nos avoirs des banques, etc. Ça fait une panique. Vous savez, une panique à la chypriote ou à la grecque, quoi. Bah oui, mais si vous voulez, comme me disait un de mes grands amis traders à Londres, qui a fait d'ailleurs une énorme fortune dans un hedge fund et tout, que j'aime beaucoup, il dit, s'il faut paniquer, il vaut mettre le premier que le dernier, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est bien joli de dire ne paniquez pas, mais en même temps, comme ces gars-là nous ont amenés dans un état où la panique est inévitable à un moment ou à un autre, bah, il vaut mieux être le premier que le dernier, quoi. Vous n'êtes pas responsable d'avoir déclenché la panique. C'est eux qui, par leur politique débile, ont rendu la panique inévitable. Ici, l'animateur radio dit à Charles Gave, oui, mais attendez, là, vous êtes en train de lancer un vent de panique. Si tout le monde commence à faire des mouvements d'épargne en vidant les livrets A pour les mettre sur une action ou quoi aux caisses, c'est peut-être justement ça qui va causer le chaos. Et donc voilà, et lui, il lui dit, mais non, il dit la maison, elle est en feu, mais c'est pas nous qui avons allumé l'incendie, c'est la gestion débile de l'État qui a provoqué cet incendie, et que quoi qu'il arrive, on sait que inévitablement la maison à un moment donné elle va s'écrouler, quoi, elle va brûler, elle va s'écrouler, donc il va falloir l'évacuer quoi qu'il arrive. Donc le mieux à faire c'est de sortir dès qu'on peut, quoi, donc d'évacuer le premier, et c'est ce qu'il conseille de faire tout simplement. Inévitable. Donc vous connaissez un Chantal, pour revenir à Chantal, il faut qu'elle mette son argent soit dans un compte étranger, si elle peut ouvrir un compte à la Banque cantonale de Genève, ou j'en sais rien, ça serait très bien, ou soit dans une plateforme qui est à l'étranger, comme par exemple Swissquote, qui est détenue par UBS. Je vois que les Suisses, quand même, c'est pas mal, ça à la côte, les Suisses. Mais vous pouvez aller à Singapour, mais vous ne pourrez pas aller à Singapour, vous pouvez aller à Londres, c'est très bien aussi. Vous pouvez aller à HSBC de Londres, ce sera parfait. Vous pouvez aller, mais le tout, c'est de sortir du droit français. Sortir votre épargne, si vous le pouvez, du droit français. D'accord. Mais merci Chantal. Et je ne suis pas un mauvais citoyen quand je dis ça. Moi, j'en veux beaucoup aux Français d'avoir continué à prêter à l'État alors qu'ils auraient dû s'arrêter il y a des années. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il conseille de faire à Chantal, qui est une auditrice de l'émission? Il lui dit, c'est simple, votre épargne, vous la sortez du droit français. En d'autres termes, vous allez la foutre dans des banques étrangères, quoi. Il parle la Suisse, il parle le Royaume-Uni, il parle voilà, vous sortez l'argent de France, et de cette manière, la France n'aura plus juridiction sur votre épargne, et ne pourra plus saisir votre épargne. Et finalement, c'est pas con, parce que il y a plein d'autres banques. Il y a Trade Republic, qui est pas basé en France. Il y a enfin bref, il y en a toute une série, c'est pas bien compliqué, et c'est pas compliqué d'ouvrir un compte chez eux. Vous avez votre livret A, vous le virez là-bas, et puis basta. Et quand bien même, voilà, vous avez votre livret A qui est à l'étranger, mais les réglementations, de toute façon, c'est des réglementations européennes, vous n'avez pas besoin d'aller aux îles Cayman, on n'est pas dans un film, hein. Et vous mettez votre argent à l'étranger, il sera tout aussi safe qu'en France, voire même sans doute plus safe, et vous laissez se tasser voilà, toutes ces histoires de guerre, etc. Et rien ne vous empêche, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand vous sentez que ça va mieux et que c'est moins risqué, ben vous rapatriez votre argent et terminé, on n'en parle plus, quoi. Et je suis pas un mauvais citoyen quand je dis ça. Moi, j'en veux beaucoup aux Français d'avoir continué à prêter à l'État alors qu'ils auraient dû s'arrêter il y a des années. Pour prêter à l'État par acheter des obligations et tout. Si les Français avaient dit on vous prêtera plus tant que vous ne serez pas revenu à l'équilibre budgétaire, ils seraient arrêtés.
Encore fallait-il qu'ils en aient conscience. Nos chers compatriotes. Oui, et puis moi, ce qui me tue avec les Français, c'est ce que je mets dans mon bouquin, j'ai des copains qui viennent, qui me demandent, Charles, qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai une assurance vie. Je lui dis, et qu'est-ce que tu as dans ton assurance vie? Des obligations d'État. Alors je lui dis, écoute, tu m'expliques que l'État français va faire faillite, et tu mets ton pognon dans une obligation française parce qu'il te donne un avantage fiscal à la con. Mais si c'était un bon investissement, ils n'auraient pas besoin de te donner l'avantage fiscal. Il n'y a pas d'avantage fiscal sur les obligations suisses. Hein. Parce que c'est un bon investissement. Parce que c'est un bon investissement. Donc dès que l'État vous donne un avantage fiscal, partez en courant. Donc là, de la même manière, ce qu'il dit, c'est qu'il en veut aux Français. Il dit, j'en veux aux Français. En gros, par le passé, les Français ont continué à investir, par exemple, par le biais d'assurance vie dans des obligations en euros. Une obligation, c'est quoi? C'est vous allez prêter de l'argent à la France contre une rémunération annuelle pour qu'ils puissent se faire des gueuletons à l'Élysée et à Matignon. Et eux vont vous verser chaque année une sorte de, comment dire, des dividendes là-dessus. Mais il dit que voilà, la connerie, c'est aussi été la connerie des Français que d'alimenter cette machine en acceptant de prêter de l'argent à la France, et qui a été géré de manière catastrophique. Et donc eux, ils se sont dit, de toute façon, on continue à nous prêter du pognon, donc tant que ça marche, on continue à le claquer n'importe comment. Donc il se dit que si en amont les Français avaient stoppé en disant non, mais les obligations françaises en euros, c'est mort, nous ça nous intéresse plus, on va acheter des actions américaines, des actions australiennes, des obligations même étrangères, Australie, Suisse ou autre, il parle de la Suisse. La France aurait dit merde, on nous prête plus d'argent, on va peut-être essayer de voir à se serrer un peu la ceinture. Donc il dit que les Français sont en partie responsables du fait que l'État a fait de la merde avec l'argent, quoi. C'est bon, c'est pas faux. Maintenant, est-ce que les Français étaient correctement informés de manière tout à fait transparente sur ce que faisait l'État avec l'argent? Ça, c'est une autre question. Il dit aussi qu'il y a des potes à lui qui viennent le voir pour conseil, et lui leur demande t'as investi dans quoi? Et les gars lui disent moi j'ai une assurance vie avec des obligations en euros dedans. Et alors lui il dit mais attends, tu te fous de ma gueule, t'es en train de me dire que la France elle fait faillite, et pourtant toi tu continues à alimenter la machine et à prêter du pognon à la France par le biais d'obligations logées dans des assurances vie. Et le gars lui répond non, mais c'est parce qu'il y avait un avantage fiscal à le faire, et donc c'est pour ça que je le fais, tout simplement. Et il a raison. Charles Le Gave lui dit non, s'il y a un avantage fiscal, c'est qu'il y a un problème. Si le produit en lui-même est rentable, pourquoi tu as besoin d'appâter la personne pour qu'elle vienne investir chez toi? C'est comme si j'achetais demain une action Apple, et c'est Apple qui va me donner de l'argent pour que je leur file du pognon pour investir chez eux. Enfin, c'est pas logique, quoi. S'ils sont rentables, t'as envie d'investir parce qu'ils sont rentables, point, ça s'arrête là. Dès que l'État vous donne un avantage fiscal, partez en courant. Vous savez qu'il veut vous plumer. Donc il y a quelques réflexes comme ça à avoir. Réflexes de survie, quoi. Des réflexes de survie. Vous savez, c'est ce que disait ce brave... Schumpeter, non, pas Schumpeter. Non, c'est pas le nom, c'est ce que disait Benjamin Franklin. Il disait la démocratie, c'est quand deux loups votent avec un agneau pour savoir s'il y aura dîner ce soir, quoi. Ça. Et l'autre, vous savez, et la variante, c'est mais moi je flatte beaucoup l'agneau, j'espère que je serai mangé en dernier. Ça, ils espèrent beaucoup ça. Oui, ils espèrent beaucoup ça. Ouais. Vous savez, être le dernier être bouffé par le crocodile. Oui, ça c'est. Ouais, donc là, en gros, il dit voilà, c'est un réflexe à avoir, c'est que quand vous faites trop de cadeaux pour que vous achetiez quelque chose, c'est que ce qu'on essaie de vous vendre, c'est de la merde, pour parler vulgairement et en langage du peuple. Après, ils font une petite blague sur les agneaux, les machins, enfin bref, c'est pas très important. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quand on vous propose des choses trop belles, c'est qu'il y a un loup derrière. Faut toujours être, pas suspicieux, mais quoi qu'on vous dise, faut toujours remettre en question. Moi, je l'ai vu au niveau de pas mal de choses, au niveau des mairies pour des demandes de déclaration de travaux, au niveau notarial, au niveau comptabilité, où on m'a affirmé des choses. Je suis allé retourner voir les textes moi-même, et parfois j'ai prouvé par A plus B que le spécialiste se trompait, alors que c'est son métier. Donc sur ces points-là, il faut vraiment faire hyper attention. Bon, on sort un peu du cadre de la vidéo,
Mais allez, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, vous savez lire comme tout le monde, et au final, voilà, quand on se plonge dedans, c'est pas bien compliqué, et surtout quand il y a des enjeux économiques importants et que ça vous concerne directement, vous allez faire l'effort de comprendre correctement le texte, alors que votre prestataire, lui, il va juste vouloir répondre à votre mail pour être tranquille avec ça et vous donner une réponse, mais bien que ce soit son domaine de prédilection et qu'il soit spécialiste, il n'est pas certain que sa réponse sera totalement juste. Allez, on continue. Et justement, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait... Alors, il y a quand même, et on en parle, il y a une méfiance très forte, effectivement, des gens dire, vous avez entendu nos auditrices, etc., et on entend beaucoup ça dans mon émission à Sud, etc., on reçoit. Et il s'est installé une très grosse méfiance, hein, je veux dire, entre Écoutez, vous avez un peu d'épargne, hein. On vous dit, vous le mettez dans une assurance vie, vous pourrez le transmettre librement à vos enfants, il n'y aura pas de droit de douane. Et puis, il y a 3 crétins à la chambre au Parlement, qui disent, on va peut-être enlever cet avantage. Ouais. Mais c'est honteux. Il faut mettre des droits de succession, des choses comme ça. Il faut mettre des droits de succession. Mais c'est honteux. D'abord, vous changez les termes d'un contrat. Et ensuite, quel est le gars maintenant qui, aujourd'hui, sachant que ça peut arriver, va mettre de l'argent? Donc, je comprends qu'ils aient la trouille. Il faut que vous ayez la trouille. Dites-vous bien que ces gens-là, maintenant, sont là pour vous piquer votre épargne. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est à vous, maintenant, d'aller dans des endroits où ils ne pourront pas vous la piquer. C'est tout l'objet de ce bouquin. Bon, là, il vend sa cam, hein, il parle de son bouquin, il a écrit un livre, je ne l'ai pas lu, honnêtement, donc je ne sais pas ce que ça dit. Mais il dit que, voilà, il parle des droits de succession sur une assurance vie qui est normalement avantageuse à ce niveau-là. Il dit que ça reste un contrat et que finalement, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec le contrat et que pour les arranger, ils pourraient dire, non, maintenant, les droits de succession, ils s'élèvent à tant, alors qu'avant, c'était tant. Et majorer ces droits de succession et, entre guillemets, faire la loi un peu au petit bonheur la chance au jour le jour. Donc effectivement, ça donne aucunement envie d'investir sur ce type de contrat, dans le sens où les règles sont pas figées, sont pas inscrites dans le marbre, et que même si ça apparaît alléchant aujourd'hui, dans 1 jour, 2 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça pourra peut-être changer, et que finalement ce pour quoi on s'était engagé initialement est plus valable et que c'est plus si intéressant que ça, quoi. Donc il dit concrètement, voilà, ils sont là pour vous piquer votre pognon, donc soyez alerte. Et faut être aussi féroce que eux le sont, en fait, pour vous piquer votre argent. Je veux dire, faites gaffe, ne croyez pas que l'État est bon, ou que ceux qui le dirigent veulent votre bien. Si vous croyez que M. Macron veut le bien de la France... Il fut un temps où on avait des dirigeants qui pensaient collectif. Qui pensaient à l'intérêt du pays. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le bien commun, c'est une notion qui a disparu dans l'éthique de nos gens qui sont élus. Enfin, je sais pas, moi. En tout cas, c'est préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais oui, comment se fait-il qu'un peu partout dans le monde, on ait une génération de gens maintenant qui ne pensent plus au bien commun, qui ne pensent qu'à eux? C'est une nouveauté, ça. Comment se fait-il que notre système de sélection ne nous ait amené que des Macron? C'est quand même étonnant. Autrefois, ça nous amenait de temps en temps un gars qui était convenable. Alors là, que dire, oui... Il dit qu'il n'y a plus, voilà, au niveau même des politiques maintenant, il n'y a plus aucun politique qui va vraiment penser de manière globale au pays et au bien-être du pays. C'est finalement que des carriéristes qui pensent à leur réélection ou à choper un nouveau mandat pour pouvoir après avoir les retraites associées. Donc, par exemple, être Premier ministre, même si t'es Premier ministre 1 mois, ça suffit. Après, tu as tout le package qui va avec la retraite, le chauffeur et tout le bordel. Et donc, très individualiste. Alors je dis pas qu'il faut pas l'être, hein, parce que voilà, on l'est tous un petit peu, et moi le premier. Mais typiquement, là, il dit comment on fait qu'on a que des Macron, et quand on voit Macron qui se la joue solo à dire on va en guerre, on fait ci, on fait ça, en se contrefoutant de la vie des Français, c'est l'illustration parfaite, quoi. Le mec, il en a rien à foutre, il fait son truc à sa sauce, tel qu'on lui a dit de le faire, hein, au-dessus, forcément. Il sert des gens, il est pas tout seul, mais... Voilà, il résume bien le système là-dessus, quoi. Oui, on peut. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser effectivement. L'entropie génétique, non. L'entropie économique, je ne sais pas. Mais Charles Gave, on va revenir effectivement avec nos auditeurs à l'épargne et à ce livre. Encore une fois que je recommande. Mais prenez le temps. Effectivement, il faut 1 semaine pour. Il faut une semaine à tout casser pour
lire le livre, ce qui se fait en 1 heure, et surtout après pour aller vous renseigner sur la façon dont vous allez techniquement mettre votre épargne à l'abri. Et ça, honnêtement, autant c'était difficile il y a 30 ans, autant aujourd'hui, vous avez... C'est faisable. C'est faisable. Vous avez eToro, vous en avez 25 qui sont là, qui sont ravis d'accueillir votre épargne, qui la mettent dans un endroit sûr. Elle restera à vous et vous pourrez la gérer vous-même à partir de chez vous, en étant bien prudent. Et ça vous coûte rien. Hein. Et si vous voulez transmettre ça à vos enfants, vous n'aurez pas 60% d'impôts à payer, quoi. Vous les aurez peut-être, mais vous leur avez d'abord fait quadrupler. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, concrètement, bon, il vend son bouquin, hein, en même temps, il est là pour ça. Mais il dit concrètement que voilà, virez votre argent vers des comptes qui sont pas en France. Il parle d'eToro, pour moi, je sais pas, je connais pas en tant que compte ce que ça peut donner. Après, voilà, tout ce que met en avant eToro, le marketing sur le copy trading, etc., pour moi, c'est de la merde. Ça n'engage que moi. Mais voilà, vous avez, j'ai cité tout à l'heure Trade Republic, j'ai pas de compte chez Trade Republic, mais a priori c'est pas mal, vous pouvez envoyer votre argent là-bas, ils sont domiciliés, je sais plus, enfin, ils sont pas en France. Mais bon, ça va assez vite à chercher des banques, enfin, je sais pas si c'est assimilé banque Trade Republic, mais des organismes financiers en ligne sur lesquels vous pouvez envoyer votre argent et qui sont pas en France, il y en a pléthore aujourd'hui, et comme il le dit, à l'époque, il aurait fallu peut-être se déplacer en personne, etc., pour ouvrir un compte à distance. Maintenant, on a Internet, ça se fait très facilement, en ligne, donc ça peut être torché en 1 semaine, vous pouvez avoir bougé vos fonds très rapidement, et c'est ce qu'il conseille de faire. Vous n'imaginez pas, André, la panique des gens sur leur épargne aujourd'hui. Je suis arrêté dans la rue Centrale, les gens sont affolés parce qu'ils se rendent compte que leur retraite, pour des raisons que j'ai expliquées des fois, ils ne la toucheront pas, c'est du pipeau, c'est du arrière, pour des raisons démographiques, c'est même pas possible. Donc ils se mettent une épargne de côté, et ils se rendent compte que cette épargne de côté, ils vont se la faire piquer. Donc ils se disent, ma fin de vie va être abominable. Comment je vais faire, hein? Comment je vais faire, évident. Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous devez simplement lire ce livre, le cas échéant, vous abonner à l'université de l'épargne. Ouais, donc concrètement, le constat il est hyper triste parce que les gens ils disent que les gens l'arrêtent dans la rue pour lui dire que, enfin bon, ça c'est son storytelling. Mais lui disent que voilà, ils sont atterrés parce que ils se rendent bien compte que les retraites, ils peuvent s'asseoir dessus, que un bon père de famille, ils se disent bon je vais me faire mon épargne tout seul, ou du moins je vais épargner un maximum durant ma vie active pour me constituer une pseudo retraite, ou du moins un petit moyen de subsistance pour quand je pourrai plus travailler. Et ils sont aujourd'hui face à un cas où on leur dit que peut-être cette épargne, on va la mobiliser, elle sera plus accessible si facilement, elle sera moins rémunérée, etc., etc. Et donc le portrait, le futur est plutôt gris, voire noir, dans le sens où ils risquent de se retrouver un jour avec une épargne amputée, sans retraite, et sans être capable de travailler car trop vieux. Donc voilà, l'avenir est vraiment très très incertain, et malheureusement ça va pas en s'améliorant, quoi. Pas évident. Et donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer, vous devez simplement lire ce livre, le cas échéant vous abonner à l'université de l'épargne, mais ça c'est, mais même celui qui vous louera, qui est gratuit d'ailleurs, ces plateformes, il vous expliquera comment faire pour donner un ordre, c'est très facile. Techniquement, etc. Techniquement, ce sera un bouton à appliquer, c'est tout, quoi. Ouais, donc voilà, donc il termine en mettant une petite couche sur son bouquin. Bon, je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas lu. Et il souligne un point qui est important, c'est le fait que ce soit ultra facile maintenant aujourd'hui d'envoyer d'un clic de souris son argent d'un point A à un point B. Donc comme vous l'aurez compris, et comme je l'annonçais en début de vidéo, le tips, c'est tout simplement de déplacer son argent pour qu'il sorte du giron français et de le déplacer vers des plateformes, des organismes financiers qui sont hors de France pour le protéger d'une éventuelle mobilisation. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de ce soir. Je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire si vous-même avez toujours votre épargne en France, ou si vous songez sérieusement à le déplacer en intégralité ou en partie à l'étranger pour le mettre à l'abri. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France, à activer les notifications, à me mettre un like pour faire connaître la chaîne.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quittez la France. Vive la République et vive la France.